je suis enseignant-chercheur, donc je m'appelle Azim Roussanali et je travaille au lauréat. Donc pour contextualiser ce que je vais vous présenter, je vais commencer par vous présenter un tout petit peu le laboratoire, puis notre équipe, mais vraiment très rapidement. C'est vraiment pour contextualiser. Donc le lauréat, c'est le laboratoire lorrain d'informatique. Alors, il y a une faute d'orthographe et ses applications. Donc c'est une grosse unité hein, où il y a à peu près 400 personnes, 29 équipes, et avec 3 tutelles, l'université, le CNRS et l'INRIA. Parmi ces équipes, il y a une équipe qui s'appelle l'équipe Kiwi, donc qui est notre équipe. Ce matin, vous avez eu l'intervention de Geoffrey, donc, qui fait partie également de cette équipe, qui est Knowledge Information Web Intelligence, qui est constituée d'une 20aine de personnes aujourd'hui. Et en fait, nous, on s'intéresse à l'analyse automatique des traces numériques d'usage. Donc, quelles que soient ces traces, et pas forcément de l'éducation, et pas forcément de l'enseignement supérieur non plus. Donc, notre origine est vraiment un peu différente. Le but, c'est de créer des modèles d'utilisateurs, des modèles prédictifs de préférence. Donc, c'est dans ce domaine-là, donc les aspects formels sur lesquels nous faisons nos recherches, c'est sur ces algorithmes de modélisation. Et bien entendu, l'idée, c'est que ces algorithmes soient utilisés dans des services en ligne personnalisés. Donc, vous voyez que dans notre ADN, on n'est pas des chercheurs de sciences de l'éducation ou de l'EIH à l'origine. Donc, nous, on vient ici en complément, donc c'est vraiment une attitude complémentaire par rapport à tout ce qu'on a entendu ici, que ce soit du côté de l'EIH, que ce soit du côté des sciences de l'éducation, que ce soit du côté juridique, c'est vraiment un complément, une expertise que nous apportons. Et bien sûr, je me place ici dans le domaine de la recherche. On est encore dans l'expérimentation ici. Donc, je vais axer ma présentation sur un peu une histoire, comment on est arrivé dans l'e-éducation d'une manière générale. Donc, le premier projet sur lequel on a travaillé, donc nous, on travaille à partir du moment où il y a des traces numériques, ça nous intéresse, et dans l'éducation, il y en a. Hein. Et donc, le premier projet pour lequel on a travaillé, c'est le projet Périclès, qui a duré de 2012 à 2016. À l'époque, on parlait presque pas, c'était le début de la définition des Learning Analytics, hein, bien qu'il y ait encore beaucoup de gens qui travaillaient dans ce domaine-là, exploiter ces traces, mais le terme Learning Analytics en 2012 était connu de vraiment très peu de personnes. Alors, en quoi consistait ce projet ? En fait, l'idée, c'est de faire des recommandations à des étudiants. Alors, le contexte, je vous l'explique rapidement, c'est les universités numériques thématiques. Je pense que vous connaissez, tout le monde connaît ici à peu près dans l'enseignement supérieur ce que sont les universités numériques thématiques, proposent des ressources pédagogiques. Il y en a à peu près entre 30 et 40 000 ressources qui existent aujourd'hui et qui sont libres hein, d'utilisation pour l'enseignement supérieur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux étudiants qui en ont besoin de ces ressources. C'est en complément de leur formation et de manière personnalisée. C'est-à-dire que chaque étudiant va recevoir des recommandations. 2 étudiants différents vont, en fonction de leurs activités, recevoir des recommandations différentes. Donc, c'est ce que j'appelle personnalisé. Et de manière adaptative, c'est-à-dire que dans le temps, le même étudiant va recevoir une évolution des recommandations en fonction de son parcours. Donc, ce projet nous a permis... Ce projet, en fait, fonctionne de la manière suivante. Donc, derrière, on a des données. Les UNT vont proposer des données. Les ENT des universités vont proposer des traces. Quand je parle de NT, en fait, c'est plus les LMS qui vont proposer des traces numériques d'apprentissage. Ensuite, ces éléments, comme tout à l'heure, l'architecture a été présentée, cette fois-ci, il est simplifié, vont être moulinés, modélisés, et qui vont nous permettre de prédire des ressources dont chaque étudiant aura besoin, et on va réafficher ça sur le NT comme un service supplémentaire. Donc, l'architecture générale de Périclès est basée sur cette architecture, dans un premier temps simplifiée, et on verra que ça va se compliquer avec le temps. Donc, je reprends le schéma qui a été présenté par Wanda tout à l'heure et qui fait un peu consensus dans le domaine des analytics d'une manière générale. Ici, on va se situer plutôt dans le domaine du prescriptive analytics. On va
proposer, on va suggérer, on va recommander des ressources à des élèves. Hein, donc c'est plutôt ça l'idée. Donc on se retrouve vraiment à l'autre bout de ce modèle d'analytics. Alors les problématiques qu'on a pu traiter à cette époque-là, c'était, bon, il y avait des problématiques d'éthique. Hein. Déjà, on était dans le cadre de ressources éducatives libres, ça veut dire qu'on ne va pas vendre quelque chose aux étudiants. On leur propose quelque chose qui a été construit par la communauté des enseignants des universités. Donc on va promouvoir cette base de ressources qui a une dimension de qualité, puisque ces ressources, si vous connaissez le processus de création de ces ressources, il y a un appel à projet, il y a des pairs qui vont juger de l'opportunité de créer ces ressources, puis à la fin, au moment de la livraison, il y a une vérification par rapport au cahier des charges. Donc, on a vraiment des ressources qui sont en tout cas très bien contrôlées. Bien sûr, la neutralité, on n'est pas lié à un éditeur, hein, donc vraiment, le critère, c'est l'optimisation des besoins de l'élève, hein, donc de l'étudiant en l'occurrence. Bien sûr, on a eu quelques contraintes également, c'était au niveau du respect de la vie privée, on a surtout pseudonymisé. Tout à l'heure, on a parlé d'anonymisation. Donc, les données qui nous étaient transmises, donc en tout cas de notre côté de la recherche, et je réponds un tout petit peu à la question qui a été posée, nous n'avons pas, de manière autonome, nous n'avons pas la possibilité de revenir sur l'élève. Hein, directement, nous, on calculait pour un identifiant les besoins de l'identifiant, et après, c'était transmis à celui qui nous avait donné les données, hein, donc tout simplement. Bien sûr, on a traité des problèmes, on a adressé des problèmes techniques, des problèmes de sécurisation des données, des problèmes de passage à l'échelle. Donc, on a testé sur 60 000 étudiants de l'Université de Lorraine comment recueillir l'ensemble de ces données de ces élèves. On a adressé des problèmes de standards. On a utilisé 2 standards dans ce projet, Suplom FR et SCORM pour ne pas les nommer. Et puis bien sûr, le plus important, et c'est le cœur de notre métier, on a proposé des algorithmes, un ensemble d'algorithmes que nous avons évalués. Le constat, donc ça, ce sont des éléments positifs, je vais vous parler des éléments moins positifs. C'est l'appropriation par les utilisateurs. On a fait quelques rencontres et quelques questionnaires, enfin c'est plutôt des entretiens qu'on a fait avec les étudiants. Globalement, pour simplifier, les étudiants étaient vraiment ont accueilli favorablement ces recommandations. Ce que j'ai retenu, par exemple, une phrase, c'était de dire si j'avais eu ça pour mes partiels, j'aurais mieux réussi. Donc ça, déjà, ce sont des déclics pour nous, ce sont des messages assez positifs. En revanche, on a fait des groupes de travail avec les enseignants. Ça a été un peu plus compliqué. Quand il a fallu déployer, l'université nous a imposé que ce soit l'enseignant qui ouvre le service aux étudiants. Et là, on n'a pas eu beaucoup de candidats. Bien sûr, on pourra faire la genèse de comment ça s'est passé, quelles sont les réserves qui ont été posées. Mais en tout cas, c'est une leçon que je tire de ce projet. Hein, c'est que il y a quelque chose qui n'a pas marché à ce niveau-là. Donc, ensuite, on a eu 2 autres projets dans le domaine de l'éducation. Alors, donc c'est le EOL dans le cadre de l'appel à projet Dune et qui a commencé à être présenté par Benjamin tout à l'heure. Et puis l'autre, c'est c'est le projet Métal, c'est un projet IFRAN. Dune, c'est pour l'enseignement supérieur, et donc les cobayes, c'est l'Université de Lorraine. Et Métal, en fait, c'est pour le secondaire, et donc c'est le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, le périmètre d'expérimentation. Donc, il y a à peu près une 15aine d'établissements qui ont été volontaires pour cela. Je vais vous présenter plus le côté EOL Dune, parce qu'on est dans le cadre de l'enseignement supérieur, mais je vais faire quand même le parallèle entre les deux, et je vais surtout vous montrer ce qu'il y a de commun entre les deux. Donc, au niveau de la conception des tableaux de bord,
on a cette fois-ci pris la précaution d'exprimer ce qu'on mettrait dans les tableaux de bord. Donc, je crois que je suis allé très vite sur les tableaux de bord, mais l'idée que ce soit Dune, Éole ou que ce soit Metal, la partie de Learning Analytics, c'était de création de tableaux de bord. Donc c'était ça la plus grande réalisation visible qui devait être faite, c'était la création des tableaux de bord. Donc on a donné un ensemble de cadres avant de nous lancer dans ces tableaux de bord-là. Donc un tableau de bord soit un guide pour les étudiants, il doit être capable d'identifier les étudiants en difficulté, il doit donner des indicateurs et des tendances futures possibles pour les étudiants, mais ce ne doit pas être un moyen de pression pour les étudiants, un prétexte pour évaluer les enseignants ou des cours, focalisé sur les aspects spécifiques, un comportement d'étudiant par exemple. Donc tout ça, on s'interdit de le faire, et c'est au niveau des traitements que cela se passe. Donc ça, c'est pas par hasard que tout ça existe, c'est une leçon qu'on a tirée des précédentes expériences. Je vais maintenant me focaliser sur le tableau de bord des étudiants. Donc, comment ça a été conçu? Donc, ça a été conçu avec les étudiants. Donc, la co-conception a été une démarche pour justement l'acceptation de ces outils que l'on va par la suite fournir à ces acteurs. On a pris cette démarche pour Éole, et on a pris à peu près la même démarche pour Metal, mais cette fois-ci avec les enseignants. Donc, ce matin, j'ai vu que Geoffrey vous en a parlé, donc c'est à peu près la même chose. Il y a des ateliers avec les étudiants, avec des co-conceptions et avec une méthode itérative pour créer un prototype, puis ensuite un questionnaire sur le prototype évalué par les étudiants, et donc un affinement. Et ce questionnaire va porter sur des indicateurs, donc les indicateurs que l'on va proposer sur ce tableau de bord, et l'utilisabilité du tableau de bord de manière générale. Les indicateurs, je vais commencer par les indicateurs. Donc ça, c'est le travail du postdoc que Benjamin a cité tout à l'heure. Donc il s'agit de Benjamin Gras, il s'appelle aussi Benjamin Gras, qui a travaillé avec une étudiante de master 2 sciences cognitives, qui s'appelle Julie Simonin. Et donc, eux ont travaillé sur le design du tableau de bord et sur la pertinence des indicateurs. Quels indicateurs sont pertinents pour les élèves. Donc on a 3 catégories d'indicateurs, des indicateurs d'activité, des indicateurs d'engagement et des indicateurs de participation. Donc ce sont ces 3 grandes catégories d'activités, d'indicateurs. Les activités, c'est quelque chose d'assez objectif, qu'on voit tout de suite. Les ressources consultées, les scores obtenus aux activités, les devoirs rendus, les clics, ça ce sont des éléments très facilement comptabilisables. L'engagement, il est basé sur la régularité des étudiants, et aussi sur le tableau de bord, il va y avoir des conseils, et donc il va y avoir une boucle entre les conseils et la réalisation de ces conseils. Donc ça aussi, il va y avoir un suivi là-dessus. On le verra tout à l'heure. Et puis bien sûr, la participation, en fait, c'est plus l'interaction. Donc on va plutôt cette fois-ci mesurer l'interaction que l'élève va avoir avec ses pairs et avec son enseignant. Donc c'est plutôt du côté des forums que ça va se passer pour ces indicateurs-là. Donc voici, en fait, le tableau de bord est constitué de 2 volets, un volet activité et un volet suivi. Donc ça a été rapidement présenté tout à l'heure par Benjamin. Donc vous voyez ici un certain nombre d'indicateurs. Vous voyez apparaître, je ne sais pas si je peux le faire ici. Non, il n'y a pas. Donc vous voyez ici apparaître un certain nombre d'indicateurs ici, les ressources consultées, les résultats aux activités, les devoirs rendus, la participation et l'aide. Vous avez ici un indicateur d'engagement, donc qui est basé sur un indicateur de régularité, et là c'est quelque chose qui est calculé. L'idée qui a été retenue par les étudiants, c'est que finalement chaque étudiant n'a pas les mêmes objectifs. Si mon objectif c'est d'avoir 10 dans cette matière, je vais pas avoir le même suivi que quelqu'un qui veut avoir la mention, par exemple, qui va avoir 16. Donc, il peut ajuster
ses ambitions à ce niveau-là, et à ce moment-là, on va calculer sa progression par rapport à son objectif. Donc ça, c'est une particularité qui a été demandée par l'étudiant, qui a été acceptée par les étudiants. Et bien entendu, ici, sur les différentes catégories où je me situe et où je devrais me situer par rapport à mes objectifs. Donc, ça, c'est l'évolution hebdomadaire, et ça, c'est ce que j'aurais dû avoir si je veux respecter mes objectifs. D'accord ? Donc, l'étudiant peut se positionner par rapport à ça. L'autre volet, c'est le volet de suivi. Donc, cette fois-ci, c'est pluri-hebdomadaire. Donc, on voit l'évolution de l'indicateur semaine par semaine. Donc, on a choisi de travailler jour par jour, puis semaine par semaine. C'est la granularité qui a été choisie et celle-là. Et bien sûr, avec la possibilité d'afficher une comparaison par rapport aux autres personnes qui sont dans le même cas, c'est-à-dire qui ont les mêmes objectifs et qui sont dans la même formation. Donc, on va pouvoir se comparer si on veut. C'est une option qui est possible. Ensuite, vous avez ici un conseil. Donc, en fonction des objectifs et en fonction de l'éloignement par rapport aux objectifs, on va pouvoir déclencher des conseils et suivre ces conseils-là. Et bien entendu, avec la possibilité de demander de l'aide et éventuellement de partager avec son enseignant, si on le veut. Donc, le choix qui a été fait par les élèves, c'est de dire, par les étudiants, c'est de dire que mon tableau de bord ne doit pas être partagé. Il n'y a que moi qui ai accès à mon tableau de bord et mon enseignant n'a pas à le voir. Donc, voilà en gros le résultat. Et donc, les problématiques que nous avons adressées ici, c'est la visualisation. On a des problématiques de visualisation. En tout cas, il y a eu beaucoup de maquettes qui ont été proposées et il y en a certains qui ont été retenus. Donc, il est possible de paramétrer son environnement pour avoir les vues qu'on veut. Donc, voici par exemple une vue at glance qui donne la même chose que l'activité, mais en un seul schéma, par exemple. Donc, voilà, il y a avec un jeu de couleurs qui correspond aux activités, aux engagements et à la participation, par exemple. Donc, avec les mêmes indicateurs qui sont répétés à cet endroit-là. Donc, c'est une autre vue des mêmes informations. Donc, il y a eu un travail, un vrai travail. Donc, l'autre étudiante de sciences cognitives a fait un vrai travail d'IHM sur ces questions-là. Ensuite, il y a eu un travail sur les indicateurs. Notamment, le gros travail a été, la base de ça, c'est ce qui a été le plus complexe, c'est le travail sur comment mesurer la régularité. Donc, ces travaux se sont beaucoup inspirés de cette référence. Je l'ai mis à la fin des transparents. Et donc, c'est ce qui a été utilisé. Donc, qui consiste à découper le travail d'un élève jour par jour, semaine par semaine, et de représenter chaque élève par une matrice, par une matrice. On a travaillé sur les données. Donc, bien sûr, ça a été un gros travail. On a parlé de 2 ans. On a parlé de 2 ans tout à l'heure. C'est collecter des données, c'est pas la partie la plus réjouissante, on va dire, mais elle est nécessaire et elle est chronophage. Donc, c'est quelque chose de très important que de travailler, que de récolter les données. Donc, l'architecture. Donc, ici, c'est une architecture un peu virtuelle, qui n'existe pas pour de bon, parce que j'ai fait la même architecture pour le projet EOL et pour le projet Métal. Donc là, pour le projet EOL, on a les données de la scolarité et les données des LMS qui ont été collectées pour le moment. Mais pour le projet Métal, on a autre chose. Tout à l'heure, on a parlé j'ai mis ici gestionnaire d'infrastructure. On peut avoir des données de proxy ou ce genre de choses-là qui peuvent être également intégrées ici, pour savoir si, par exemple, l'élève a travaillé chez lui ou il a travaillé en classe, par exemple. Donc, ces informations-là peuvent être, ces indicateurs peuvent être extraits des gestionnaires d'infrastructure. Des ressources pédagogiques dans le scolaire, dans le SCO, comme on dit,
on fait beaucoup appel à des prestataires, à des éditeurs. Donc ces éditeurs proposent des ressources pédagogiques et ces ressources pédagogiques génèrent de l'information qui est intéressante pour observer le comportement d'un élève. Bien sûr, des données de l'ENT, des usages de l'ENT, le cahier de texte par exemple, l'emploi du temps, etc. Et bien sûr des données de SI. Les données de SI, par données de SI, j'entends le parcours de l'élève. Un élève a été dans une académie un jour, puis dans un autre. Donc ces informations-là doivent pouvoir suivre et doivent pouvoir nous servir, en tout cas potentiellement à aider l'élève à s'y retrouver. Donc toutes ces informations-là sont collectées dans un entrepôt. On calcule des modèles. Alors j'ai mis ici un seul modèle ici, mais en fait il peut en avoir plusieurs, qui vont calculer des indicateurs selon différents algorithmes en fonction des approches que l'on peut avoir. Et ces algorithmes vont produire des indicateurs qui vont être visualisés dans les tableaux de bord qui vont être proposés in fine à l'étudiant ou à l'élève. Bien sûr, lorsqu'on parle de data, on est obligé de parler de protection de données, notamment des questions de vie privée ou de privacité. On utilise ce néologisme, je l'aime bien, donc je l'ai répété. De pseudonymisation, donc nous on utilise vraiment cette technique de pseudonymisation, c'est-à-dire que la table de correspondance, c'est pas nous qui l'avons. Donc nous ne pouvons pas remonter un service à l'élève. Et bien sûr, on a étendu les standards aux standards qui ont été cités jusqu'à présent. XAPI ou OneRoster également sont utilisés dans les deux projets que j'ai cités ici. Bien, je vais terminer par vous parler d'un dernier projet qui commence tout juste en 2018. Les deux autres ont commencé en 2017. Donc en 2019, pardon, un projet qui commence en 2019 qui s'appelle LOLA, Laboratoire ouvert de Learning Analytics. Alors, bien sûr, c'est très partial ce que je vais vous dire. C'est que l'idée, c'est que là où il y a des données, on va progresser dans les algorithmes, on va progresser dans les tableaux de bord. Donc, aujourd'hui, un chercheur, lorsqu'il veut travailler, il va travailler sur les données de l'université de Singapour, de l'école qui se trouve dans un État des États-Unis, etc. Donc, des données vraiment sur lesquelles on va bien pouvoir travailler, on n'en a pas vraiment. C'est vraiment très difficile, ou en tout cas, ils sont confidentiels et chacun se garde ses données. Donc, l'idée du laboratoire ouvert, du projet LOLA, c'est donc, on part du constat que la collecte de données, c'est très chronophage. J'ai mis ici deux citations qui disent que, il y en a un qui dit que c'est 40% à peu près, l'autre qui dit que c'est à peu près 80% de temps. Donc c'est sur des questionnaires que l'on envoie à des chefs de projet qui travaillent sur des données. Du temps passé à collecter et à nettoyer des données dans un projet. Donc vous voyez que c'est quand même énorme. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Le 2012 c'est 40%, en 2016 c'est 80% de temps d'un projet qui est passé à collecter et à nettoyer les données. Et donc, par ailleurs, disposer des données, c'est un enjeu majeur pour les recherches en IA, notamment les approches que nous, on préconise, des approches de type machine learning, où les données, c'est vraiment l'enjeu principal. Si on a des données, on peut créer des modèles. Si on n'a pas de données, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de le faire, en tout cas dans un certain type d'approche. Donc, et bien sûr, l'autre constat, le dernier constat, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement en France nationale, les équipes s'organisent. Donc, vous avez vu aujourd'hui qu'il y a eu pas mal d'équipes qui participent à la recherche en Learning Analytics, et cette communauté a besoin de s'organiser et surtout de bien valoriser ses résultats. Donc, l'idée de LOLA, elle repose sur ces trois constats. Et donc, l'idée de LOLA, c'est d'élaborer une plateforme dans laquelle on va pouvoir partager les données, et des vraies données qui vont bien sûr être anonymisées, enfin pseudonymisées ou anonymisées, en tout cas disponibles pour les chercheurs, partager des modèles, partager des applications, partager des indicateurs d'évaluation pour pouvoir benchmarker. Déjà, mettre l'état de l'art
à la disposition de tout le monde et essayer de performer cet état de l'art à travers des indicateurs sur lesquels il y aurait un consensus. Bien entendu, il y a un volet accompagnement sur ce qui se passe dans la communauté au niveau international et au niveau national. Voilà. Donc, je termine ma présentation sur ce projet. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et voici les références. Donc, vous les trouverez dessus. Et je vais terminer là-dessus si vous avez des questions. C'est une petite publicité. Oui, c'est très bien ça. Je vais vous en parler après les questions si vous voulez. Des questions, pas de questions. Alors peut-être faites votre publicité. Oui, donc à Nancy, vous avez les dates ici, 22-23 octobre. Donc nous organisons la conférence qui s'appelle Learning and Student Analytics. Donc bien sûr, ce sont des sujets qui vous intéressent ici, j'imagine. Et donc, ce n'est pas seulement destiné aux chercheurs, hein, il y a des enseignants, il y a des ingénieurs pédagogiques, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont participer. Et donc, c'est une conférence internationale qui va avoir lieu, que nous organisons. Donc, nous serons contents de vous accueillir, bien entendu. Et la date limite est le 12 octobre pour s'inscrire. Voilà, comme vous l'avez dit, notre président du CUM, le 12 octobre. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais voilà, encore 2 jours. Oui. Donc, le projet Lola va y être présenté notamment, par exemple. C'est parfait. Merci beaucoup, Azim.